Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. La guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine a entraîné un déploiement sans précédent de différents types d'armements lourds de part et d'autre de la ligne de front. Certains se sont révélés innovants et performants, d'autres totalement inadaptés, d'autres encore ont perdu leur efficacité initiale au bout de quelques mois. Quelles sont ces armes et où en est la capacité militaro-industrielle des belligérants et de leurs alliés? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 21 novembre 2024, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l'utilisation d'un missile hypersonique de conception totalement nouvelle contre l'usine de Yuzhmash dans la ville de Dniepropetrovsk. 2 jours plus tôt, l'armée ukrainienne avait tiré des missiles Attack-MS américains contre un dépôt de munitions dans la région de Bryansk, puis ce furent des missiles anglais Storm Shadow contre un centre de commandement russe dans la région de Koursk. À compter du coup d'État du Maïdan et malgré les accords de Minsk, l'OTAN a formé l'armée ukrainienne et livré des armes au régime de Kiev. Depuis avril 2022, un flux ininterrompu de matériel a été déversé sur l'Ukraine. D'abord des armes soviétiques venant des pays de l'ancien bloc communiste, puis, au fur et à mesure que ceux-ci étaient détruits par l'armée russe, ils furent remplacés avec plus ou moins de succès par du matériel de l'OTAN. Bientôt 3 ans après le début de l'opération militaire spéciale, il est désormais possible de classer ces armements lourds entre ceux ayant démontré leur efficacité sur le champ de bataille et ceux qui ne fonctionnent pas. Au-delà des constats des utilisateurs se pose la question de savoir si, compte tenu de leur capacité et des coûts de production exorbitants, les complexes militaro-industriels occidentaux sont réellement capables de pourvoir à une guerre de haute intensité. Après la frappe du 21 novembre sur l'usine Yuzhmash de Dniepropetrovsk, les experts militaires ont essayé de déterminer à quel type appartenait le missile tiré par la Russie et répondant au nom d'Oreshnik, ce qui se traduit en français par noisetier. La réponse fut donnée le lendemain même par Vladimir Poutine. Le système de missile Oreshnik n'est pas seulement une arme hypersonique efficace, en raison de sa puissance, notamment lorsqu'il est utilisé pour infliger des frappes massives et combiné avec d'autres systèmes d'armes à longue portée, dont la Russie dispose également, les conséquences de son utilisation contre les installations ennemies, ainsi que sa puissance seront comparables à une arme stratégique. Bien que le système Oreshnik n'en soit pas une. En tout cas, ce n'est pas un missile balistique intercontinental. Et comme nous le savons, et comme vous le savez, personne au monde ne possède encore de telles armes. Oui, tôt ou tard, elles apparaîtront dans d'autres grands pays. Nous sommes au courant de leur développement en cours, mais ce sera demain, ou dans 1 ou 2 ans. Mais nous avons ce système aujourd'hui. Et c'est important. Dans le même temps, comme je l'ai déjà souligné, il n'existe pas actuellement de contre-mesures, de moyens d'intercepter un tel missile. Je tiens à le souligner, une fois de plus, nous continuerons les essais de ce nouveau système. Lors d'une conférence devant les chambres russes réunies en congrès en mars 2018, le président Poutine avait annoncé que les scientifiques russes avaient mis au point de nouvelles armes défiant les anciennes lois de la physique. Cette déclaration avait été prise à la légère par les Occidentaux. Mais depuis l'emploi en série d'armes hypersoniques, elle ne fait plus rire personne. Car avant l'Oreshnik, la Russie avait déjà déployé ses Kinjal et ses Tsirkon, eux aussi hypersoniques. En ce qui concerne les missiles, l'OTAN a rapidement mis en œuvre les siens contre l'armée russe. Le premier fut le HIMARS, dont l'efficacité, avec sa portée de 80 km, se fit immédiatement sentir sur les arrières du front. Le 1er janvier 2023, un tir réussi coûta la vie à une centaine de mobilisés russes. En octobre 2022, la ville de Kherson fut abandonnée devant la difficulté à maintenir les flux logistiques à travers le fleuve du Dniepr. Les ponts et les pontons étaient régulièrement visés par cette arme de précision. Mais la défense antiaérienne russe finit par s'adapter à cette arme nouvelle et son efficacité diminua fortement, comme le relatait en octobre 2024 le think tank américain Carnegie.
Évaluation de l'adaptation de l'armée russe en 2023. Les systèmes de guerre électronique russes se sont montrés efficaces contre les munitions à guidage de précision livrées par l'Occident, y compris les obus d'artillerie et les missiles GMLRS tirés par les lance-roquettes HIMARS. En particulier, lorsque la bombe de petit diamètre lancée depuis le sol, GLSBD, a été introduite en hiver 2023, son impact s'est avéré médiocre, très probablement parce qu'à ce moment-là, la guerre électronique russe était déjà suffisamment adaptée au GLMRS. Après les HIMARS, Washington, Londres et Paris commencèrent à livrer des missiles à plus longue portée. Des missiles sol-sol, Attack-MS, furent livrés par le Pentagone, ainsi que des missiles air-sol anglais, Storm Shadow et français Scalp. Ces missiles peuvent atteindre une cible jusqu'à une distance de 300 km. Mais leur efficacité comparée à l'HIMARS est beaucoup moindre car la défense antiaérienne a réagi très rapidement. En outre, la supériorité aérienne russe a rendu les tirs de missiles air-sol parce qu'il reste de l'aviation ukrainienne extrêmement risquée, comme l'expliquait un pilote russe aux médias numériques Vzgliad en avril 2023. Un pilote de l'armée de l'air russe. Aujourd'hui, un pilote ukrainien est un kamikaze. Dès que l'avion de l'adversaire a décollé et a atteint une altitude de plus de 50 à 100 mètres, on peut l'apercevoir dans le viseur. Pour accomplir sa mission de combat, frapper nos positions, il lui faut gagner de l'altitude. Dès qu'il commence à monter, un missile est envoyé pour l'abattre. C'est pourquoi aujourd'hui, l'armée de l'air ukrainienne ne peut travailler que sporadiquement en cachette. Pour accroître cette supériorité dans le combat air-sol, l'aviation russe s'est dotée d'une arme peu coûteuse et extrêmement efficace, comme l'explique le même pilote. Récemment, l'armée a reçu un nouvel équipement appelé Kit UMPK, module unifié de guidage et de correction. Il est fixé à une bombe aérienne de 500 kg. Avec ce kit, une bombe soviétique se transforme rapidement en bombe moderne à longue portée et planante, guidée grâce à la navigation satellite. Elle peut être lancée sur la cible en toute sécurité, hors de la portée des systèmes de défense aérienne ennemis. L'UMPC est très simple et bon marché à produire. Mais grâce à son aide, la précision des anciennes munitions est augmentée jusqu'à atteindre celle d'un missile coûteux de haute précision. Les troupes ukrainiennes sont totalement démunies devant une telle bombe, presque invisible sur les radars. Face à ces menaces aériennes, l'aviation d'attaque ukrainienne, décimée dès la première année du conflit, est impuissante. Après avoir épuisé les avions soviétiques fournis par les anciens pays du pacte de Varsovie, Volodymyr Zelensky a demandé du matériel de l'OTAN. Les Pays-Bas ont envoyé des F-16 et la France a promis des Mirage pour la rentrée 2025. Mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. C'est très différent. Concrètement, qu'est-ce que vous allez donner et donc, très aux Ukrainiens ? Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc, je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre. Ce qui est le facteur dimensionnant, c'est le temps de formation des pilotes. Et donc, on va proposer au président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois. Et donc, que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions. Mais ces appareils présentent deux défauts majeurs. Le premier est qu'ils ne peuvent être utilisés, contrairement aux vieux avions soviétiques, à partir de pistes de décollage de fortune. Le second est que les pilotes ukrainiens manquent de formation, ce qui a déjà coûté la vie à l'un d'entre eux en août 2024. Le F-16 ukrainien aurait été abattu par son propre camp. Les autorités ont annoncé la mort du pilote qui se trouvait à bord, Oleksiy Mess, qui avait été formé aux États-Unis, et ont affirmé que l'accident s'était produit lors d'une attaque massive de missiles et de drones russes. Mariana Biezugla, membre de la commission de défense du Parlement, affirme que le F-16 ukrainien aurait été en fait abattu par erreur par un système antiaérien patriote en raison d'une mauvaise coordination entre les unités.
Il n'y a pas qu'en matière de missiles de combat air-air que la supériorité russe s'est affirmée progressivement. Comme les F-16, les chars lourds de l'OTAN avaient été présentés comme des armes miracles qui feraient fuir les soldats russes lorsqu'ils les verraient sur le champ de bataille. L'échec de l'offensive ukrainienne de l'été 2023 a dissipé cette illusion. En mai 2024, une équipe de CNN a recueilli l'amer témoignage de tankistes ukrainiens. Les militaires ukrainiens disent être devenus la cible des frappes russes à cause des chars américains. Les membres des équipages ukrainiens de chars Abrams livrés par les États-Unis ont expliqué à CNN quelles sont les vulnérabilités et les désavantages de ces véhicules blindés, mettant en doute leur utilité sur un champ de bataille en constante évolution. Le poids des chars livrés par l'OTAN pose aussi un problème crucial, notamment pendant la saison des pluies d'automne ou le dégel du printemps, où ils risquent de s'enliser. Les Léopards allemands, les Challenger britanniques ou les Abrams américains pèsent en moyenne 20 tonnes de plus que leurs analogues russes, le T-72, le T-80 ou le T-90, dont le coût de fabrication est d'ailleurs de 3 à 5 fois inférieur. La grande défaillance de l'OTAN est de ne pas avoir pu rattraper la Russie en matière de production d'obus d'artillerie. Malgré les promesses de la Commission européenne ou du président tchèque Petr Pavel, le compte n'y est pas. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, en faisait l'amer constat le 24 novembre 2024. Pour Boris Pistorius, la guerre de Poutine en Ukraine n'est plus du tout un simple conflit régional. La guerre d'agression russe contre l'Ukraine n'est plus du tout un simple conflit régional, a déclaré le politicien du SPD en marge d'un rassemblement de la fondation Friedrich Ebert, affilié au parti, à Arnsberg dans le Sauerland, dans le sud de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Le maître du Kremlin Vladimir Poutine a complètement transité vers une économie de guerre. En l'espace de 3 mois, la Russie est capable de produire autant d'armes et de munitions que l'ensemble de l'Union européenne ne le peut en un an.